Bonjour et bienvenue, vous êtes sur ANews Mobility, le média 100% dédié à l'écosystème des mobilités. Aujourd'hui, nous recevons pour cette nouvelle grande interview Ehsan Emami, qui est le PDG fondateur de la société Quovoltis, qui se définit comme étant le spécialiste de la recharge intelligente pour les véhicules électriques. Alors si vous voulez bien, on va démarrer par une séquence identité. On a donné votre nom et votre prénom. Ehsan, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors j'ai vu que vous étiez passé par le lycée Louis-le-Grand, vous avez fait Télécom Paris et Polytechnique. Polytechnique d'abord et Télécom Paris après, voilà. D'accord. Voilà, mais exactement. Et puis vous avez travaillé pour l'IFP qui s'appelle maintenant IFP Énergie Nouvelle, KPMG, donc dans un autre domaine, Euro RSCG. Quel est en gros, est-ce que vous pouvez nous dire votre parcours professionnel? Comment, quand on est polytechnicien, on va chez KPMG ou Euro RSCG? Disons que toute ma carrière a été tournée autour de la technologie, d'où peut-être le Polytechnique, la partie technique dans Poly. Donc chez KPMG, je faisais du conseil autour des éléments technologiques, l'informatique à l'époque. Chez Euro RSCG, j'étais l'adjoint du directeur informatique. J'étais en charge des projets internationaux de connexion, de réseau, de collaboration, des choses qui étaient nouvelles à l'époque. C'était juste quand l'Internet commençait à arriver. Euro RSCG, on peut rappeler, c'est une... C'est filiale de Havas, d'ailleurs maintenant ils s'appellent Havas, ils font de la publicité. Dans la publicité, oui. Et à l'époque, c'était le début de la collaboration entre les différentes sociétés du groupe à travers le monde, quand il y avait un annonceur mondial. Et d'ailleurs, à l'époque, ils avaient gagné le compte Intel. Donc j'ai beaucoup travaillé justement pour la collaboration entre l'annonceur et le publicitaire qui était Euro RSCG. Et KPMG, c'est plus une société de conseil? Oui, à l'époque, c'était Pitt Marwick, KPMG Pitt Marwick, qui était la partie conseil de KPMG, qui par la suite a été absorbée en grande partie par KPMG, qui faisait de l'audit de manière plus spécifique. Et donc moi, j'étais dans la partie organisation et stratégie informatique. D'accord. Donc toujours dans l'informatique. Toujours le début de ma carrière, j'ai démarré plutôt dans le monde logiciel. D'ailleurs, à l'IFP, je faisais du logiciel, de l'optimisation, etc. Et à partir de l'année 2000, j'ai basculé vers les télécoms, qui étaient un peu mes premiers amours quand j'étais à l'école. À l'école, à Télécom Paris, j'avais les deux spécialités, que ce soit la partie logicielle ou la partie télécom. En sortant, je suis plutôt allé vers la partie logicielle. Et par la suite, en 2000, je suis reparti vers les télécoms. Malheureusement, c'était un peu à ce moment-là que la bulle a explosé, mais cela n'empêche que ça a été quelques belles années de ma carrière où j'ai pu faire beaucoup de choses autour de télécom. Alors ensuite, comment on arrive à Quovoltis? Quovoltis, alors... D'abord, le nom a une signification précise ou... Alors, Voltis, on se doute. Alors, il y a Volt dedans, et le Q, la lettre Q au début, c'est la charge élémentaire de l'électron. Donc, quelque part, on trouve une explication. Et à la base, je cherchais aussi un nom qui sonne bien, qui soit un petit peu unique, qui n'existe pas par ailleurs, pour que ça puisse se retenir facilement. Je pense qu'on a assez bien réussi le choix du nom. Alors certains disent oui, j'aurais dû laisser un U après le Q, mais justement, j'ai voulu faire un peu différent de ce qu'on pouvait imaginer. Et puis comment est-ce qu'on part des télécoms, on arrive dans l'énergie? Ça a été un peu le cas de beaucoup de monde dans les télécoms. Des gens qui ont travaillé dans les télécoms, on a vécu tous l'arrivée de la dérégulation, l'émergence de beaucoup d'opérateurs. Orange, Bouygues, ceux qui sont les grands. Il y a beaucoup d'autres qu'on n'a même pas connus, qui ont disparu depuis, absorbés, etc. Et finalement, l'énergie est arrivée un peu après, avec à peu près les mêmes modes au niveau de la dérégulation, la réglementation, etc. Et il s'avère qu'à partir de 2014, j'ai commencé à un petit peu aller vers l'énergie. Et l'énergie renouvelable. Donc j'ai travaillé sur des projets solaires, des projets éoliens. J'ai travaillé pour le groupe RN, devenu depuis Total RN, donc pour les accompagner dans leurs projets d'investissement à travers le monde. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivé à travailler sur des systèmes de recharge, puisque les véhicules électriques étaient en train de devenir la prochaine révolution. Alors, ce que j'ai lu, c'est que vous avez commencé par du stockage d'électricité dans des batteries et dans les dômes. Alors, en fait, c'est pas moi qui faisais ça, mais j'ai échangé avec des gens qui travaillaient sur le sujet. Chose très intéressante, c'est que quand vous
on souhaite tous d'avoir plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Sauf que dès que vous produisez au-delà de 30% d'énergie renouvelable, les moyens thermiques qui permettent finalement de contrebalancer les irrégularités de production des énergies renouvelables ne suffisent plus. Donc il faut avoir des moyens de stockage. Donc à ce moment-là, l'hydrogène ou les batteries. Alors l'hydrogène, oui, avec beaucoup de pertes, ou éventuellement des batteries, avec également de l'immobilisation finalement de la matière première qui ne sert que à faire de l'équilibrage. Le moyen le plus ancien qu'on connaît sont les barrages. Les barrages, c'est on stocke de l'eau avec des barrages à plusieurs niveaux, etc. Et donc c'est face à ce constat et ces solutions qui commençaient à exister. Il faut savoir qu'en 2019, il commençait à y avoir les premiers conteneurs de batteries avec 1 MW de puissance qui pouvaient apporter un équilibrage au réseau RTE. Et finalement, peu à peu, je me suis dit, mais c'est vraiment dommage d'avoir de la batterie qui ne serve qu'à ça. Ça serait bien d'utiliser les batteries des véhicules pour faire de l'équilibrage. Et cette techno existait déjà sur le papier. C'est le fameux V2G, Vehicle to Grid, qui finalement permet de dire on fait de l'équilibrage de réseau, mais on ne dédie pas les batteries à cet usage. Les batteries sont déjà là dans les véhicules et ne sont pas utilisées 90% du temps puisque les véhicules sont arrêtés et ne roulent pas. Alors donc, Covoltis, c'est devenu des des bornes de recharge, pardon. Oui. Elles ont une spécificité, vos bornes, elles fonctionnent également avec un outil, une appli qui s'appelle Cometer, je crois. Alors, vous pouvez nous dire comment l'écosystème fonctionne? Déjà, quand on a voulu se lancer sur les bornes de recharge, mon premier objectif, ce n'était pas de créer une nouvelle borne, c'était plutôt d'apporter une solution pour, d'une part, de répondre aux besoins du client, qui lui cherche juste à charger son véhicule de manière simple, et de l'autre côté, de mettre le moins de pression possible sur le réseau. Il s'avère que c'était début 2019, j'ai assisté à une réunion où il y avait un des directeurs d'EDF qui expliquait qu'il ne sait pas comment dans le futur ils allaient résoudre des problèmes d'appel de puissance de milliers, de dizaines de milliers de véhicules électriques si les véhicules chargent en même temps. Et comme solution, il imaginait peut-être jouer sur les tarifs ou sur le civisme des gens. Alors, je pense que les deux éléments, le tarif déjà c'est compliqué puisque ça va être le même tarif pour tout le monde grosso modo, et le civisme, bon, on connaît les limites de l'exercice. Selon les pays, c'est difficile. Exactement. Et puis après, souvent, même si on aime bien rendre service, on se dit c'est le voisin qui le fera, moi je fais à peu près comme j'en ai envie. Et donc, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'apporter une solution à ce problème, c'est-à-dire que les gens chargent tranquillement, mais qu'on limite la pression sur le réseau. Il y aura toujours une pression, mais limiter cette pression. Et c'est passé par finalement, d'abord, j'ai cherché pour trouver la borne qui me permettrait de faire ça, et j'en ai pas trouvé. Donc, on est allé jusqu'à créer avec donc, mes associés une borne en propre, donc une borne qui toujours est commercialisée, qui a cette particularité d'être bien sûr une borne de recharge compatible avec toutes les normes qui existent, mais également une norme prête pour tout ce qui va se passer après. On en parlera un peu plus tard si vous voulez bien. Mais d'ores et déjà, ce qu'on voulait faire, c'est de répondre à ce besoin d'équilibrage un peu à tous les niveaux. Et le niveau le plus simple qu'on connaît, c'est la maison individuelle, où finalement, la borne de recharge, c'est l'élément le plus puissant parce que ça alimente le véhicule, et c'est peut-être 2 fois plus puissant que votre ballon d'eau chaude, par exemple. Et donc, imaginez qu'en France, quand 20 millions de ballons d'eau chaude commencent à se chauffer, se charger, si on peut dire, la nuit en chaleur, vous avez EDF qui augmente la puissance de ses réacteurs nucléaires parce qu'il y a une augmentation de la demande. Alors, imaginez si rien n'est fait s'agissant des véhicules, vous allez avoir un problème qui sera bien pire parce que l'appel de puissance va être beaucoup plus important. Donc, ce qu'on voulait faire au niveau de notre borne de recharge... C'est plus important que d'avoir par exemple du triphasé pour un atelier qui utilise des machines? Non, alors par rapport à ce qui se passe dans l'industrie, non, l'industrie est toujours plus importante, mais si on ramène ça juste à l'échelle de la maison, il faut se dire qu'un véhicule en termes de consommation déjà consomme à peu près la moitié de ce que vous consommez en temps normal. Donc si vous consommez 100, vous allez ajouter 50 en ramenant un véhicule à la maison. Et en termes de puissance en revanche, la puissance d'un véhicule, si vous chargez en 7,4 kW comme on entend très souvent, il faut comparer ça à des puissances type
1000, 2000 kilowatts 1000, 2000 watts que vous avez pour un appareil classique d'électroménager. L'élément le plus puissant, ce sont les fours, les plaques ou éventuellement le ballon d'eau chaude. Mais le véhicule, c'est 2 à 3 fois plus qu'un de ces éléments. Ce qui fait que ce qu'il faut, c'est bien sûr de limiter les appels de puissance et surtout ne pas dépasser la puissance souscrite. Parce que finalement, on a tous une limite de puissance souvent limitée à 9, 12, etc. 12, c'est le max qu'on peut avoir en monophasé. Et on a forcément la consommation normale. Et pourquoi on a 9 ou 12 ? C'est qu'on en a besoin. Le commuteur que vous évoquiez, c'est un petit module qu'on installe au niveau du tableau électrique et qui calcule en permanence la puissance restante disponible, parce qu'on lui donne l'information de la puissance souscrite, et qui communique cette puissance restante disponible quand cet élément-là évolue à la borne, pour que la borne adopte sa puissance en fonction de ce qui reste disponible. Alors, ce qui est important, c'est que c'est dynamique et c'est temps réel, c'est-à-dire que vous allumez une bouilloire pendant la nuit parce que vous voulez vous faire une tisane, tout de suite, la borne baisse la puissance pour qu'il n'y ait pas de risque de disjonction. Donc, quelque part, en utilisant cet outil, vous pouvez même arriver chez vous au début de la soirée où vous avez une grosse consommation, la voiture prendra que ce qui reste disponible. Et progressivement, quand les appareils s'éteignent, la voiture prendra plus de puissance. Mais si vous n'êtes pas pressé et si vous partez le lendemain matin, notre système a aussi cette particularité, c'est qu'on connaît vos heures creuses et vos heures pleines. Et donc, sachant que vous partez le lendemain, alors comment est-ce qu'on peut le savoir ? C'est que sur l'application, vous allez me dire « je pars à 8 heures et je veux tant de kilowattheures ». Et tant que vous revenez au même endroit, on va garder les éléments précédents. Et à partir de là, on va dire « on va charger votre véhicule plus tard dans la soirée ». Comme ça, bien sûr, on ne disjoncte jamais, mais en plus, ça vous coûte moins cher puisqu'on va prendre de l'électricité pendant les heures creuses. Tout ça automatiquement. Mais si vous êtes pressé, vous dites non, je veux charger maintenant parce que j'ai un déplacement à faire à 21h, je sors de la maison, j'ai besoin de charger. Là, on prend ce qui est disponible. Donc ça, c'est un peu tout ce que fait le commuteur par rapport à la borne. D'accord. Et ça veut dire que par rapport à une borne classique, standard, c'est beaucoup plus... Alors, sur les bornes standards, le mieux qu'on puisse imaginer, c'est que sur une application, par exemple, vous puissiez dire « je veux démarrer la charge à telle heure ». Donc, vous avez une action plus volontaire de votre part. Il n'y a pas ce côté vraiment automatisme qui fait directement par rapport à vos compteurs. Voilà, exactement. Voilà. Au compteur. Exactement. Donc, après, notre système également, alors là, on voit à l'échelle de la maison, mais on peut imaginer nos systèmes d'optimisation qui sont à l'échelle beaucoup plus large. On le fait par exemple pour les parkings collectifs, mais on peut aussi le faire pour des grappes de maisons regroupées finalement dans un ensemble pour optimiser la somme des puissances. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est par exemple sur un parking collectif ? Donc les copropriétés. Par exemple, là, les parkings également d'entreprises, d'hôtels, etc., où finalement vous avez des gens qui arrivent à des moments différents et qui ont des besoins différents. Il y a celui qui part plus tôt, celui qui part plus tard, celui qui a demandé plus d'énergie ou moins d'énergie. Notre système prend en compte ces demandes des clients, toujours exprimées sur leur application actuellement. Je dis actuellement parce qu'avec les évolutions technologiques, ils pourront également demain dire dans le véhicule à quelle heure ils partent et de quelle quantité ils ont besoin. Et donc ces éléments-là, on les intègre dans un algorithme qui utilise des techniques d'intelligence artificielle, parce que c'est super complexe comme algorithme. Et à partir de là, on envoie des programmes de charge à chaque borne. Chaque borne charge le véhicule au moment le plus opportun pour que vous obteniez satisfaction, donc peut-être plus tôt que votre voisin parce que vous partez plus tôt ou parce que vous avez demandé plus de puissance. Et ça, c'est vraiment unique. Ça veut dire que ce qu'on retrouve chez d'autres constructeurs ou concurrents, c'est le fait que la charge est souvent répartie de manière équitable sur le papier, sauf que si vous partez demain matin, ce n'est pas la peine de charger votre véhicule maintenant, il vaut mieux charger celui qui est pressé, parce qu'il part dans 1 heure, autant lui donner plus de puissance et vous charger plus tard. Donc pareil, c'est un mécanisme qui est automatique et le même algorithme intègre le tarif d'achat d'électricité. Donc de la même manière que les tarifs hors pleine heure creuse, ce qui fait qu'automatiquement, on déplace les masses de puissance de charge pendant le créneau où le tarif est le moins cher. Il y a des seuils, comme ça vous pouvez gérer n'importe quoi sans borne de recharge, et puis après c'est un système plus complexe. Alors en fait, ce qu'on fait, vous avez raison, c'est que dès qu'on part dans les systèmes d'IA, on a souvent des notions de complexité exponentielle.
Et donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de dire, on regroupe les bornes par des grappes de 10, 12, 20 bornes. C'est un peu le max qu'on fait en regroupement. Et ensuite, si on est sur des parkings ou des groupements d'une centaine, on les découpe en sous-ensemble avec ces chiffres-là. Ce qui fait que la première répartition est faite de manière un peu plus basique. Donc, on répartit en fonction du nombre de bornes en fonctionnement. Et la deuxième répartition tient compte des besoins, ce qui globalement optimise quand même, et ça évite qu'on aille vers des systèmes super complexes où l'apprentissage de l'IA prendrait une éternité. Alors, pour aller chercher vos clients, vous avez passé des accords avec des sociétés qui travaillent avec les clients dont vous avez parlé, ceux qui gèrent des parkings, ceux qui gèrent des compteurs dans les copropriétés, Colista, etc. Exactement. Les parkings, je crois qu'il y a le Louvre Hôtel, 500 établissements. Alors, par rapport à tous, ISTA, c'est 100 000 copros. Alors, tout ça, c'est des chiffres conséquents, donc c'est bien, il y a le potentiel. Et par rapport à ces chiffres énormes, vous en êtes où avec eux? Vous avez signé pour la totalité? Vous travaillez par tranche? ISTA, c'est vraiment un démarrage, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on a signé l'accord, c'était l'été dernier. Et il a fallu forcément un peu de temps de mise en œuvre de nos offres communes, etc. Et l'offre, c'est une offre baptisée ISTA Powered by Covaltis, qui est une offre de commercialisation exclusive. C'est-à-dire que si on amène la copro, on l'amène chez ISTA qui nous fait la partie vente, commercialisation. Si c'est ISTA directement, c'est pareil. Et in fine, c'est nous qui installons et on propose aux clients donc l'offre ISTA Powered by Covaltis. L'idée étant que ISTA ajoute à son portefeuille d'offres la partie recharge et services de recharge, et nous rentrons de manière avec une grande porte, on va dire, dans le monde des copros, puisque ISTA, c'est 100 000 immeubles, c'est 95% des syndics, les plus grands syndics, etc. Donc voilà, donc c'est des gens qui sont dans leur domaine numéro 1 du comptage d'eau et de chaleur, donc d'optimisation d'énergie de ressources au sens large. Et Louvre-Hôtel, vous en parliez. Alors, Louvre-Hôtel, c'est... pardon? Non, je disais le Louvre-Hôtel, oui. Oui, pardon. La Louvre-Hôtel, c'est un groupe de 800 hôtels, dont plutôt 200 en France. Et donc... non, pardon, excusez-moi. Je corrige. Donc, c'est 2000 hôtels dans le monde et 800 hôtels en France. Voilà. Donc, c'est ça le chiffre précis. Et actuellement, on a à peu près une soixantaine d'hôtels déployés ou en cours de déploiement, et on espère en prendre beaucoup. Alors, on n'est pas les seuls dans le giron de Louvre-Hôtel, on est, je crois, 3 fournisseurs référencés, mais à ma connaissance, parmi les 3, on est celui qui a le plus déployé. Et l'hôtel, pour nous, c'est vraiment le marché qu'on vise comme étant un marché de prédilection, parce que vous avez un peu l'ensemble des éléments qui peuvent nous aider à utiliser notre technologie. D'abord, vous avez des besoins des clients qui restent plusieurs heures, parce que nos bandes sont adaptées plutôt à des clients qui restent plusieurs heures quelque part. On n'est pas sur des superchargeurs, on est sur des chargeurs dits accélérés. Forcément, vous arrivez dans un hôtel, vous restez au moins la nuit, donc votre voiture peut charger tranquillement pendant que vous dormez. Ce qui est vraiment, ça montre le fait que nos bandes soient adaptées à ce besoin. Et le deuxième élément, c'est que quand vous avez un parking de véhicules branché à des bandes, demain, ces bornes-là pourront également participer à l'équilibrage du réseau de la fameuse technologie V2G. Donc, voilà. Et il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels vous êtes en... Alors, les foncières d'immobilier de bureaux. Les bureaux, c'est très intéressant parce que finalement, pareil, les gens viennent dans la journée, restent plusieurs heures. Et également, ce qui est important, c'est que si on équipe, par exemple, on ne le fait pas encore, mais c'est dans les projections futures, des projets futurs à faire, c'est de dire... On équipe des parkings de bornes, mais également de panneaux solaires. Donc d'ombrières, pour dire qu'une partie de l'énergie qui sert à charger les véhicules vient directement d'énergie solaire. C'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue utilisation de l'énergie verte, mais également par le fait que le coût de revient du kilowattheure d'énergie produit maintenant par les moyens type éolien ou solaire, alors le solaire c'est plus facile parce que vous mettez juste quelques panneaux, est moins cher que ce que vous achetez sur le réseau. Et finalement, l'économie de l'énergie verte, du solaire en l'occurrence pour les bornes de recharge, commence vraiment à avoir une réalité aujourd'hui. Et on s'oriente là-dessus pour dire que vous chargez votre véhicule dans la journée au niveau de la société avec de l'énergie verte au meilleur prix.
Et puis après, vous partez chez vous, vous partez en déplacement, etc. Aujourd'hui, sur la facture EDF ou un autre fournisseur, on est plutôt à 18 centimes du kilowattheure. Oui. Le kilowattheure tourne entre 16 et 20, on va dire, grosso modo, hors pleine heure creuse, etc. Mais le kilowattheure produit par le solaire tourne autour de 8 centimes. 8 centimes, c'est oui. Donc, vous vous y retrouvez quelque part. C'est-à-dire que 8 centimes au niveau de l'énergie solaire et le tarif de revente de ces panneaux sur le réseau n'est plus tellement intéressant par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années. Oui, c'est pour ça que maintenant, les gens, quand ils mettent des panneaux chez eux, font de l'autoconsommation. À la campagne, ils font de l'autoconsommation. Exactement. Ou alors ils rajoutent des batteries. Aussi. Ils stockent pour 2-3 jours. C'est ça. Alors, il faut savoir que quand vous mettez dans des batteries, le coût même de stockage et déstockage des batteries, c'est de l'ordre de 10 centimes. Alors, ça dépend des batteries, des volumes, etc. Généralement, c'est du Tesla, souvent. Alors, si on ne parle pas de Tesla, mais même si vous mettez vous-même, imaginez, vous avez du solaire, vous mettez un onduleur forcément, vous mettez des batteries, vous dites je stocke. Il y a beaucoup de gens passionnés qui font ça aujourd'hui et ils ne le font pas forcément pour faire des économies, ils le font par la passion d'utiliser leur propre énergie. Mais si on regarde chiffres à l'appui, on se rend compte que la production solaire, disons 8, le fait de stocker et déstocker un peu perd 10 centimes. Donc finalement, on revient à 18. Voilà, exactement. Donc vous n'êtes pas gagnant économiquement, mais vous vous faites plaisir. Mais si demain le prix de l'électricité en France augmente, ou si on va dans d'autres pays comme l'Allemagne où on est plutôt à 30 centimes, ce mécanisme-là prend tout son sens. Donc en tout cas, c'est une des directions que nous regardons de très près. Alors comment vous... Bon, on a vu vos particularismes, l'intérêt de vos bornes. Comment vous intégrez? Parce que quand on regarde, on commence à regarder les poseurs, fabricants, installateurs de bornes de recharge. Ouais. Il y en a beaucoup. Il y a énormément de monde. Ouais. Comment vous vous situez? Vous pensez qu'il va y avoir forcément des concentrations, un écrémage et qu'on va vers des demandes comme ce que vous produisez, c'est-à-dire quelque chose qui soit complètement adapté, souple, intelligent, etc. Enfin, du smart charging, quoi, en quelque sorte. Alors, déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde parce que le domaine est incroyablement intéressant. Moi, je suis en copropriété, je sais qu'on est... On est des marchés en permanence. En fait, le marché est en explosion et ça ne va pas s'arrêter. Ça veut dire que vous avez aujourd'hui 2% du parc qui est passé à l'électrique. Après, on peut y croire ou ne pas y croire. Cela n'empêche que beaucoup plus de véhicules vont passer du thermique à l'électrique. Bien sûr, tous ceux qui sont dans le monde thermique essaient de faire patienter le marché par des mécanismes d'explication comme quoi l'électrique n'est pas assez intéressant. Mais si on oublie ce côté un petit peu de politique ou de défense des constructeurs automobiles à l'ancienne, on n'est qu'au début du passage à l'électrique. Et quelque part, un véhicule électrique, c'est une borne qui sort du sol quelque part aussi. Ce qui fait que quand on n'est qu'avec 2% du parc, c'est rien du tout. Et à horizon 2040, 2035, on parle de 2035, il n'y aura plus de vente de véhicules thermiques en théorie, si on ne change pas les dates. 2040, en France, on ne pourra même plus vendre son véhicule polluant d'occasion. Donc tous ceux qui achètent des véhicules déjà vont réfléchir à ce qu'ils vont acheter. Et tous les constructeurs sont en train de se dire, mais est-ce que je vais investir dans du thermique quand demain, je ne pourrai plus finalement les vendre? Donc, je ne pourrai pas amortir mon investissement. Donc, si on part du principe que l'électrique prendra une grosse place dans le parc automobile, on peut considérer que le marché est grand et énorme. Maintenant, cela n'empêche que on est sur des phénomènes, quand il y a beaucoup d'acteurs, comme dans le monde des télécoms, il y a quelques années, il y aura de la consolidation qui se fera, il y a des gens qui disparaîtront. Et cela n'empêche que malgré tout, en termes d'installateurs de bornes, par exemple, il y a pénurie de personnes. Vous avez tous ceux qui ont installé des Linky ou de la fibre optique qui sont en train de basculer progressivement dans le monde de l'installation de bornes de recharge, mais cela n'empêche qu'il y a une certaine lenteur pour avoir la qualification. Enfin, donc tout est lent parce que voilà, on est dans un monde où on invente des qualifications pour finalement un peu ralentir les choses aussi indirectement. Mais je pense que notre travail doit consister, c'est un peu la stratégie qu'on a, c'est d'avoir un point de différenciation, c'est de dire nous avons une technologie
qui est meilleure que la concurrence, il faut qu'on reste quelque part sur une différenciation technologique, mais également avoir un peu d'avance en termes de vision pour que demain, par exemple, toutes nos bandes sont déjà prêtes pour le V2G et pour le plug and charge. Plug and charge, l'autre techno qui permet au véhicule et à la bande de se reconnecter sans authentification compliquée par carte ou par téléphone, etc. Nos bandes sont déjà prêtes depuis la première bande qu'on a installée en 2020, fin 2020. Et donc, alors, demain, toutes les bandes seront prêtes. Mais cela n'empêche que tout ce qu'on a dans les tuyaux en termes d'imagination, de préparation, devrait nous permettre d'avoir notre place. Vous savez, sur les 100 000 bornes qu'on annonce atteindre bientôt. Depuis très longtemps. Voilà. On annonce depuis très longtemps. On repousse les échéances. Exactement, voilà, c'est vrai. C'est comme, vous avez raison. Et donc, les 100 000 bornes qui seront bientôt atteintes en bande publique, on a à peu près 1000 bornes qui sont des bandes Covoltis dans ce domaine-là. Ouais. Donc, alors, on n'est pas. Je ne prétends pas avoir 10 ou 20% de part de marché, mais déjà 1% pour un petit acteur qui existe depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, c'est déjà pas mal et on essaie forcément de prendre des parts de marché encore plus que ça. Alors, comme vos bornes sont intelligentes et vos boîtiers sur les compteurs aussi, moi je vois le cas qui sera peut-être le mien d'ici 2 ans, donc une maison à la campagne. Oui. J'ai deux voitures, parce que sinon c'est pas forcément facile, ou une voiture et un utilitaire, je sais pas. Ouais. Donc qui seront électriques. J'aurai 2 vélos électriques. J'aurai peut-être un petit appareil agricole électrique. Bon, les tondeuses aujourd'hui, les débroussailleurs et tout ça, ça marche avec des batteries. Ouais. J'ai un petit atelier parce que j'aime bien la menuiserie, donc je fais certaines choses moi-même. Donc, est-ce que je pourrais... alors, il faudra... Comment faudra-t-il faire? Est-ce qu'il faudra que j'ai des recharges, des choses, des connecteurs différents? L'idéal, ce serait que je puisse... tout du moins les véhicules, quels qu'ils soient, 2 roues, etc., c'est qu'on puisse les plugger sur un totem et qu'il n'y ait pas... et puis que lui, comme il est intelligent... qu'il puisse répartir la puissance. Voilà, lui, il sait faire. Alors, ça, c'est encore de la science-fiction. C'est pas non, de la science-fiction. Théoriquement, en fait, c'est faisable. Ce qui existe aujourd'hui, ce qu'on voit, sont des bornes avec 2 prises, par exemple. 2 prises pour véhicule. Nous n'avons pas de bornes avec 2 prises, on a des bornes avec une prise véhicule et une prise domestique. Mais dans nos tuyaux, dans un produit qui sortira plutôt au début de l'année prochaine, on peut avoir 2 prises véhicules et une prise domestique, avec une répartition de puissance finalement entre les 3. Donc c'est pas tellement de la science-fiction, mais ça n'empêche que c'est limité à 2 prises véhicules. Alors quand je dis prise véhicule, les motos électriques également chargent sur ces prises-là. Et ensuite la prise domestique, alors ça n'a pas plus d'intérêt que ça, que votre prise qui est dans le mur d'une certaine manière. Et en pratique, beaucoup d'appareils type domestique, de toute façon, chargent sur une prise normale. Il n'y a que les gros consommateurs que sont les véhicules et les motos qui chargent sur des prises type 2, on appelle ça ces prises-là. Et donc, l'autre élément, c'est il faut que vous puissiez charger, comme je le disais, sans faire disjoncter votre compteur, sans que vous ayez besoin d'aller augmenter fortement votre puissance. Et c'est là où le fait que la bande vous donne ce qui reste disponible, c'est l'élément qui permet finalement, même en pleine campagne, d'avoir de la recharge comme il faut. Comme j'ai de la place dans la cour, on peut très bien imaginer que les voitures soient sous une ombrière. Exactement. Avec des panneaux solaires. Tout à fait. Et en fait, ça, c'est le summum, si on peut dire, c'est que vous ayez des panneaux solaires, des véhicules, pas forcément des batteries stationnaires, parce que finalement, le véhicule peut faire... imaginez, vous avez un petit tracteur électrique, s'il est compatible V2G, le tracteur, vous ne roulez pas tout le temps avec, mais il peut être là avec de la batterie connectée. Et si demain, vous avez par exemple même une coupure de courant au niveau du réseau, c'est le tracteur qui pourra fournir pendant quelques temps. On ne reste pas sans électricité. Il faut savoir qu'on dit que la conso d'un foyer, c'est de l'ordre de 4 MWh. Alors, ça ne parle pas beaucoup quand on sort ce chiffre, mais ramené à la journée, ça fait à peu près 11 kWh. Et là, ça commence à parler, c'est comparé aux 50 kWh, par exemple, d'une citadine électrique. Ce qui fait que si demain, vous avez votre véhicule rempli avec ses batteries remplies, coupure de courant, vous tenez à peu près 5 jours. Donc, imaginez, vous êtes en pleine campagne, votre tracteur a peut-être 20 ou 30 kWh, et bien vous tenez quelques jours avant que le courant revienne. On dit que quand il y a les derniers ouragans qui ont eu lieu aux États-Unis, les seules maisons qui avaient de l'électricité, c'est celles qui avaient des véhicules électriques.
Exactement. D'ailleurs, il y a les Américains ont sorti une très grosse voiture, une Ford, je crois, qui a 200 kWh de batterie, parce que bon, là-bas, de toute façon, ils font dans des mesures. Hein, donc, mais puis, il y a combien de kilos de batterie? C'est énorme. Moi, j'ai vu la voiture, elle est énorme. Déjà, quand on est à côté, bon, c'est des pick-up à l'américaine. Hein, là, c'est un autre monde. Alors, on va passer à une séquence sur la... Si vous étiez devin, si vous aviez aujourd'hui le pouvoir, une baguette magique, sur quoi agiriez-vous? Vous appuieriez sur quel pour faire avancer l'électrification des véhicules? Sur le fait qu'il y ait beaucoup plus de capacité dans les batteries. En fait, vous savez, il y a deux écoles, deux religions un petit peu pour les batteries des véhicules. Il y a des gens qui disent, oui, il faut mettre moins de batteries pour que le véhicule soit plus léger et les charger vite. Sauf que charger vite, certes, ça les abîme. Il faut s'arrêter tout le temps et les charger avec des grosses puissances, donc les abîmer. L'autre école à laquelle je crois, c'est de dire qu'il faut avoir des batteries plus denses, moins lourdes, mais en plus grande quantité. Ce qui ferait que... Vous pensez, pardon, je vous coupe, pensez qu'on peut encore beaucoup progresser sur la gestion des cellules qui permettent de faire les packs et les batteries? Alors, par exemple, il y a une boîte chinoise dont on est un peu compliqué, Qilin ou un truc comme ça, qui vient de commercialiser des batteries qui peuvent, avec la même masse, contenir 60% de plus d'électricité. Donc, ce sont ce genre de technos qui permettront à terme, sur le papier, d'atteindre les 1000 km, mais en vrai... Ça chez nous aussi. Ah oui, complètement. Non, bien sûr, mais je parle des Chinois parce qu'ils l'ont annoncé, mais à un moment donné, de toute façon, les technos, c'est pas sorcier, c'est un peu de chimie et des choix d'éléments pour dire, alors, il faut essayer de prendre le moins possible de lithium, d'éléments rares, encore que par exemple le lithium, tout dépend comment on l'extrait. Il y a des gens qui font l'extraction de lithium de manière assez propre dans l'Est de la France, il y a des nouvelles technologies qui existent. Voilà. Et il y en a dans l'Allier maintenant. D'accord. Et donc finalement, si vous arrivez à avoir des batteries avec des grosses capacités et plus légères qu'aujourd'hui, là vous arrivez à atteindre une autonomie des véhicules qui dépasse les 600-700 km. Si vous avez vraiment 600-700 km d'autonomie, ça veut dire qu'en pratique, vous pouvez partir, faire un long trajet et vous arrêter que de manière exceptionnelle pour recharger sur la route. Et ce jour-là, tous ceux qui hésitent encore à avoir qu'un véhicule électrique, ils ont peut-être parfois un véhicule pour la ville et puis leur thermique ou hybride pour la route, ces gens-là pourront avoir que de l'électrique et faire tous les trajets avec. Alors, de l'autre côté, si vous aviez un énervement ou un coup de gueule, entre guillemets, sur... ça n'avance pas, il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est justement c'est quoi les freins? Alors, c'est une question un peu large parce qu'il n'y a pas un seul sujet d'énervement quand vous êtes... On est limité en temps. Quand vous êtes dans le métier, dans un métier passionnant tel que le nôtre, en plus un métier qui est sur une techno récente, vous imaginez tous ces gens, les grosses sociétés, les gens qui ont des intérêts, on va dire, un peu anciens, qui viennent essayer de garder finalement une part de gâteau qui leur était affectée de manière historique. Et l'élément qui me semble être un petit peu délicat, c'est tout ce qui tourne autour de certaines réglementations, où quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il n'y a pas de justification technologique ou sécuritaire, ce ne sont que des mesures prises pour privilégier telle ou telle partie du cercle économique. Et l'élément qui me vient le plus à l'esprit, c'est par exemple le fait que notre cher Enedis, qui est notre monopole de distribution d'électricité, je ne parle pas de Enedis au sens large, mais ceux qui sont plutôt dans la partie Linky essayent de faire en sorte que les Linky prennent toute la distribution d'électricité dans les parkings de copropriété. Et finalement, qu'il y ait un Linky installé par place de copro, et en plus en monophasé. Ça veut dire que là où vous pensez que dès qu'on parle de puissance importante, si vous tirez de la puissance sur une phase, vous déséquilibrez le réseau électrique. Et donc,
comment ça se passe chez vous? Vous avez du monophasé dans votre appartement, par exemple. Eh bien, on répartit les phases entre appartements avec statistiquement la même consommation partout. Sauf que dans un parking, si vous amenez du monophasé vers le véhicule électrique, il suffit de 2 véhicules électriques qui tirent sur une phase, vous avez le réseau qui est déséquilibré. Et donc, moi, je milite depuis toujours pour que le réseau électrique soit triphasé pour les véhicules électriques. C'est ce qu'il y a d'ailleurs, tous les véhicules électriques aujourd'hui, par défaut, chargent en triphasé 11 kW en général, ce qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus profitable pour tout le monde. Vous chargez plus vite et le réseau ne subit pas de déséquilibre. Eh bien, ce principe-là, malheureusement, est un peu remis en cause par des gens qui réfléchissent plutôt court terme, donc qui poussent vers la mise en place de réseaux monophasés parce qu'ils ont comme objectif de placer un Niki. Alors c'est le cas, nous, on est là où j'habite, il y a 6 résidences qui sont quasiment identiques, là, qui se suivent. Et un jour, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit tiens, il y a des disques qui fait des travaux au-dessus de notre parking, et en fait, il est sur tous les parkings. Ils ont mis des Niki. Et ils sont en train de ça. Ils font la préinstallation gratuite. Voilà, c'est gratuite, mais sauf que derrière, c'est un abonnement de plus. Et surtout, je pense que le business Niki qui devait s'arrêter quand toutes les maisons étaient équipées va pouvoir un petit peu continuer. Et ça, c'est une vision très court terme, comme je disais, parce que imaginez que si vous n'avez au maximum que 7,4 kW de puissance au niveau du véhicule, et si vous avez une grosse batterie type 80 kWh de batterie, eh bien, il faudra 10-12 heures pour remplir votre véhicule. Alors que pendant la nuit, vous n'avez pas plus de 6 heures d'heure creuse. Ce qui fait que quand vous voudrez remplir votre véhicule avec une puissance limitée à 7, vous allez être coincé, vous allez payer plus cher votre électricité. Alors que ne serait-ce qu'en montant à 11, vous allez pouvoir, pendant les 6 heures, faire vos 66 kWh. Et donc, vous n'êtes jamais à vide d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas grand-chose. Et en plus, c'est une conso qui est équilibrée, donc bien mieux pour le réseau. Donc, moi, quand je discute, les gens côté technique chez Enedis sont d'accord avec ce discours, mais voilà, c'est une grande maison. Hein, voilà. On connaît, on va bientôt avoir pour un gala qu'on organise pour un de nos clubs. Normalement, il y a la patronne qui vient, madame, la patronne d'Enedis, j'ai oublié son nom, qui vient, qui est invitée d'honneur. Donc écoutez, invitez-moi et puis j'aurai l'occasion de lui en parler. On va lui en parler. Et donc, vous nous avez parlé tout à l'heure que, si vous voulez nous donner un scoop ou un peu une info exclusive, vous nous avez parlé de quelque chose qui arrivera en fin d'année prochaine. Alors, en fait, on a les arrivées de bornes. D'ailleurs, on en a annoncé une quand on s'est rencontrés. C'est ce qu'on appelle la Cobox Mini, qui va arriver en mode commercial industriel à partir du mois de septembre-octobre. L'année prochaine, il y aura une borne qui ressemble totalement à la borne actuelle, sauf qu'elle aura 2 prises avec toute la techno qui permet d'avoir vraiment jusqu'à 22 kW par prise. Donc on ne fait pas de répartition de puissance finalement en délestant la puissance. Mais également, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler sur le futur, sur l'intégration intelligente du solaire, de la borne et du véhicule pour que l'ensemble puisse fonctionner de manière cohérente et optimisée pour l'utilisateur. Et également, éventuellement, l'intégration de batteries, mais ça dépend du coût, comme je disais, de ce que cela représente, et aussi de la motivation du client pour éventuellement avoir ou ne pas avoir de batterie. Mais ce qui est important, c'est que si vous voulez mettre des panneaux solaires chez vous, que vous n'êtes pas chez vous dans la journée, ce qui est le cas de la plupart des gens, et si vous voulez profiter de votre électricité, il faut stocker l'électricité quelque part. Donc, il n'y a que les batteries qui peuvent faire ça. Alors, dernière chose, vous, à titre personnel, parce qu'on parle de mobilité, vous déplacez comment? Alors, dans une petite mini électrique qui a malheureusement pas beaucoup d'autonomie au sens déplacement, on va dire, lointain pour aller donc je m'en sers plutôt pour les déplacements urbains. Et quand je vais loin, je suis pilote d'avion, donc j'adore l'aviation. D'accord. Voilà, donc, déposer des plans de vol. Exactement. Et sinon, même en ville, vous vous déplacez avec votre mini électrique, vous n'utilisez pas les transports Alors, à Paris, non. Parce que j'essaie d'éviter les heures de bouchons, etc. S'il le faut, oui. Par exemple, je suis rentré de déplacement, j'ai pris le RER de Roissy pour redescendre. Et RER B. Voilà, RER B, le fameux. Le fameux, passant par Aulnay et compagnie. mais sinon,
En déplacement dans les autres pays, ben forcément si, puisque là, je n'ai pas à disposition des véhicules. Mais franchement, quand je vais dans les autres villes, j'essaie de louer de préférence un véhicule électrique, surtout pour des déplacements type une journée, 2 journées, il y a assez d'autonomie pour que vous n'ayez pas besoin de repasser à la pompe. Au-delà du fait que vous êtes vert, ça a en plus l'avantage, c'est qu'en rendant le véhicule, vous n'avez pas besoin de retrouver une station-service pour remplir votre véhicule, vous le rendez tel quel et c'est le loueur qui remplit les batteries, donc vous gagnez un peu de temps de ce côté-là. Eh bien, nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Et donc, un grand merci à notre invité du jour, Ehsan Emami, qui est PDG fondateur de Covoltis. Merci également à nos auditeurs et spectateurs. Merci de nous suivre sur ANews Mobility. Et pour vous tenir informé des actualités du secteur des mobilités, n'hésitez pas à vous inscrire à nos newsletters, dont le lien s'inscrit là en dessous de votre écran. À très vite pour une nouvelle grande interview sur ANews Mobility. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.